Quand on veut bien connaître un pays, il est important d'étudier son drapeau. Au-delà d'être un symbole immédiatement reconnaissable, le drapeau d'une nation est supposé représenter ses valeurs, sa culture, ses spécificités, mais surtout son histoire. Et moi j'adore l'histoire. Et comme plusieurs vidéos ont déjà été faites sur les drapeaux modernes, j'ai décidé de vous parler de ceux appartenant à des nations ou des organisations qui n'existent plus. Comme vous allez le voir, certains représentaient admirablement leur pays, en ont inspiré d'autres, alliant à la fois simplicité, clarté et symbolisme, tandis que d'autres n'ont pas vraiment bénéficié des mêmes soins. Ni des mêmes moyens. Je pense avoir déterré des horreurs cosmiques, des bannières et des étendards qui brûlent les yeux, et ce à toute époque et sur tous les continents. Alors bien sûr, dire qu'un drapeau est beau ou moche, ça reste subjectif. Croyez-le ou non, il existe au moins une personne qui trouve ce drapeau-là, tout à fait correct. C'est sûrement une personne horrible, mais tout de même, les goûts, les couleurs, tout ça. C'est pour ça que je vais invoquer une autorité supérieure qui me donnera toute légitimité pour décréter unilatéralement si un drapeau est beau ou pas. La Fédération internationale des associations vexillologiques. La vexillologie étant le nom très sérieux et un poil compliqué à prononcer, donné à l'étude des drapeaux et des pavillons, et dont les experts ont pondu un document regroupant 5 règles à respecter, distinguant un bon drapeau d'un mauvais drapeau. Je vais vous expliquer le tout dans cette petite vidéo sans prétention qui va passer en revue une foultitude d'étendards de toute époque, des plus jolis en passant par les plus discutables, tout en vous distillant quelques anecdotes historiques random. Et gardez à l'esprit que je ne fais qu'effleurer ce vaste domaine qu'est la vexillologie, donc si ça vous intéresse, je vous ai laissé quelques liens dans la description pour approfondir le sujet. Un truc que je me demandais en faisant des recherches pour cette vidéo, qui était le premier type qui a eu l'idée de dessiner des motifs sur une toile pour représenter un concept abstrait comme un royaume ou une tribu? Eh bien, les ancêtres des drapeaux, les vexilles, existent depuis la préhistoire, mais c'est en Chine, 2 millénaires avant notre ère, que sont inventées les bannières, faites de tissus et adoptant une multitude de formes, carrés, triangles, qui servaient généralement à signifier une supériorité hiérarchique, à bien montrer aux gueux qui c'était le patron. Une fonction qui sera conservée en Europe durant l'époque médiévale, où les drapeaux individuels servent à distinguer les chevaliers entre eux. Des bannières composées d'armoiries qui seront ensuite perfectionnées, puis adoptées par des villes, des guildes, des nobles ou des marchands. Ils deviennent progressivement plus élaborés, certains restent encore très reconnaissables aujourd'hui, et d'autres un peu plus oubliables, mais l'utilisation des drapeaux pour désigner des pays, des nations, ne se généralise qu'au XVIIIe siècle, en partie inspiré par l'emblématique drapeau tricolore de la Révolution française, qui poussera de très nombreuses nations à adopter leur propre emblème national. Et tiens justement, pourquoi le drapeau français de la Révolution a autant influencé tout le monde? Eh bien, pour la première raison qui fait qu'un drapeau est un bon drapeau, la simplicité. Le drapeau français, il est simple à faire, 3 couleurs côte à côte, à la verticale, c'est à la portée du premier paysan venu. C'est pas pour rien que ce motif sera repris par de nombreux pays, inspiré par la simplicité de cette composition et la facilité de le décliner en changeant les couleurs ou en ajoutant des éléments supplémentaires. Car oui, tout au long de l'histoire, on trouve plein de motifs qui reviennent ou se répètent. Les bandes verticales ou horizontales, les cercles, les carrés, les triangles, généralement des motifs simples avec des couleurs unies. Pour autant, lorsque le drapeau ou la bannière est trop simple, ça veut très vite plus rien dire. J'en veux pour preuve cette série de drapeaux monochromes, la Libye de Kadhafi, le Yémen du Nord, la France de la Restauration ou encore l'ancien sultanat de Brunei. Bon alors déjà oui, la France a déjà eu un drapeau blanc pour emblème, parfois avec les armoiries du roi mais parfois non, mais au-delà de la blague éculée du French Under Monkey, une couleur sur un drapeau, on s'emmerde. Ok c'est simple à faire, mais d'une ça n'évoque pas grand chose si ce n'est l'abyssal vide de mon existence, mais en plus ça devient trop facile de les confondre. Regardez les drapeaux noirs, principalement à la mode en Asie et au Moyen-Orient, qui étaient l'emblème à la fois de l'ancien royaume d'Afghanistan, mais également des califats abbassides et rachidoun, aussi du mouvement anarchiste, des pirates ou encore de plusieurs mouvements islamistes. Sans aucun contexte, ce noir uni n'évoque pas grand-chose, en plus d'avoir une aura vaguement menaçante. A l'inverse total, on a les motifs surchargés. Le drapeau des nationalistes indiens pré-indépendance est un bon exemple. Là, tout est mélangé. On a une devise patriotique en sanskrit qui côtoie une série d'étoiles, dont une plus grande que les autres pour une raison que j'ignore, un soleil et un croissant supposés représenter l'unité entre hindous et musulmans dans une Inde indépendante. Sauf que ça marche pas. Il y a trop d'éléments, on sait pas vraiment où regarder et ce motif est très difficilement reproductible. Il y a eu un vrai effort sur le symbolisme certes, mais c'est fouillis, un peu brouillon et ça fonctionne pas, un peu comme cette union des territoires hindous et musulmans qui ne s'est pas vraiment bien passée dans la réalité. Ce drapeau ici, celui du Parti communiste irlandais pendant la guerre civile de 1923, est assez mal foutu. Pour un drapeau supposé être utilisé et reproduit en masse par le prolétariat, on part sur un motif de charrue représentant la paysannerie, une épée pour la lutte armée, et la constellation de la Grande Ourse, symbole d'indépendance représenté avec ce
ce qui s'apparente à des explosions, et pas vraiment des étoiles. On a juste l'impression que cette charrue bizarre est en train de subir une combustion spontanée, et surtout, comme t'es supposé reproduire ce drapeau tout seul, entre la charrue, l'épée et les explosions de cartoon, on sait plus trop où donner de la tête, alors que la couleur verte en fond ferait pourtant bien ressortir un autre motif plus simple, comme celui-ci par exemple, un motif que n'importe quel paysan local, le ventre gonflé par des patates et bourré à 10h du mat, peut reproduire. Et que penser de cette proposition de drapeau pour l'Union Européenne? Une des versions qui a été considérée assez sérieusement. Ce motif est supposé représenter tous les drapeaux des pays de l'UE réunis en un seul. Mais si, regardez, là il y a l'Espagne, enfin je crois, hein, c'est un peu mélangé, mais ici on reconnaît bien les Pays-Bas, ou bien la France à l'envers. Là on a l'Allemagne mélangée à la Bulgarie, je crois, puis ici on reconnaît bien bon, alors déjà bonne chance si vous êtes daltonien, on dirait un test couleur pour les vieilles télé là, et ensuite on comprend rien. Trop d'éléments à la fois, à force de vouloir contenter tout le monde, on complique les choses, et on termine avec un énorme bordel qui embrouille les gens, exactement comme lui aujourd'hui. La version actuelle du drapeau de l'Union Européenne, quoi qu'on en pense, est largement meilleure. Le symbolisme est respecté, et c'est justement le deuxième élément qui fait un bon drapeau, les symboles. Des étoiles, des croissants, encore des étoiles, plus de croissants, des animaux, en veux-tu, en voilà, toujours plus d'étoiles, des croissants et des étoiles, une faucille et un marteau, un sabre, 3 sabres, une machette, un AK-47 soviétique de type 3. Les symboles, motifs, devises et autres pictogrammes qu'on peut retrouver dans un drapeau sont très importants pour les distinguer les uns des autres, et pour représenter un ou plusieurs aspects de votre pays qui vous tiennent à cœur. Certains symboles peuvent être repris pour signifier l'appartenance à un mouvement ou une histoire, comme les symboles communistes, ou même le drapeau d'une nation coloniale, comme ceux du Commonwealth britannique ou ceux des anciens protectorats et colonies françaises. Le Zaïre, ancien nom de la République démocratique du Congo, est un pays immense disposant de nombreux symboles forts. Le léopard, animal emblématique, ou la lance traditionnelle de certaines populations du pays. Pourquoi donc, lorsque le Zaïre existait, le président avait décrété que son étendard présidentiel devait ressembler à ça. Trop c'est trop, franchement tu me saoules, ok? Tu me saoules maintenant. C'est intéressant, car le symbolisme ici est contradictoire. On a la devise du pays, justice, paix, travail, justice, paix, travail. Et juste à côté, un énorme tank, un avion énervé et un gros bateau de guerre, 3 éléments qui font pas très paix, si je puis me permettre. On a aussi ce superbe spécimen de mauvais drapeau, l'ancien de l'état de Floride, très fidèle à la réputation de ses habitants. Voilà, alors au-delà du fait que cette partie est bizarrement foutue, on dirait que le cadre dépasse, on a un drapeau américain en haut à gauche, rappelant que cet état se trouve aux États-Unis, un motif qui côtoie la phrase « Laissez-nous seuls » qui se trouve juste au-dessus des couleurs de la Hongrie. Très accueillant, ces gens-là, on a vraiment envie de visiter. L'ensemble est fouillis, le symbolisme est un poil agressif. D'ailleurs, ce drapeau sera abandonné en quelques jours car les Floridiens n'étaient pas vraiment fans de leur nouvelle devise. Petite mention spéciale à ce modèle-là, celui qu'ont utilisé les esclaves des Barbados lors d'une révolte contre les Britanniques en 1816. Alors la cause est noble, se libérer de l'esclavage, et il est vrai que les esclaves n'étaient pas éduqués et savaient sûrement encore moins dessiner. Mais là, niveau symbolisme, ça part vraiment dans tous les sens. Alors je vais essayer de passer vite fait sur la signification de tout ce bazar. On a bien sûr ce personnage, ce navire, ces drapeaux et pas moins de 4 couronnes différentes qui représentent les Britanniques, au cas où on n'aurait pas compris. Ces personnages-là, représentent bien sûr les esclaves en révolte. Un pavé de texte séparé en 6 parties distinctes forme la devise la plus longue du monde. Il y a une sorte de moine ou de princesse assise sur un lion en bas à gauche, dont je n'ai pas vraiment réussi à trouver la signification, et des armes pour symboliser la lutte armée. Bref, c'est le bordel, on pige rien. Il y a presque une vingtaine de symboles différents, dont certains en tout petit. Le type chargé de fabriquer ces drapeaux a dû s'arracher les cheveux pour tenter de les reproduire. Celui-ci est également bien chargé. C'est le drapeau du pays de Tunis, lorsque la monarchie tunisienne avait pour suzerain l'Empire ottoman. Bon là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que la symbolique rappelle les tests de QI chelous qu'on peut trouver en ligne, mais le symbolisme est encore une fois trop chargé. On a des ronds, des croissants, des ronds dans des croissants, toute une collection de formes avec des couleurs en veux-tu, en voilà, ça fait beaucoup trop de symboles. Puis moins surchargé, il y a également ce drapeau-là, encore un emblème de la Libye kadhafiste utilisé de 1969 à 2011. Alors le symbole est clair, mais l'exécution est douteuse. On a bien sûr l'image d'un leader fort derrière le vert libyen, Kadhafi le gros Mac avec des lunettes Alibaba, pas dessinées sous son meilleur profil, pas très dessiné du tout d'ailleurs. On est sur un symbolisme supposé représenter le grand pouvoir du grand leader, mais niveau résultat, on est plus sur un fanart de basse qualité. D'autant plus que noir sur vert, c'est pas la combinaison idéale pour faire un drapeau lisible. Et qu'en est-il des couleurs justement? C'est notre troisième ingrédient pour la recette d'un bon drapeau, un bon choix de couleurs. Et là encore, c'est très subjectif, mais il existe tout de même quelques règles pour faire un drapeau équilibré. Voici quelques exemples de drapeaux aux couleurs harmonieuses. Ils peuvent n'avoir que 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, 6 couleurs, ouais. Bon, vous voyez bien qu'à partir de 5 couleurs, voire même 4, ça commence à faire un peu fouillé. Le contraste est aussi un élément important. On ne met pas de couleurs sombres ou de couleurs claires côte à côte, sinon on a plus de mal à les distinguer. Un petit test rapide pour savoir si votre drapeau a le bon mix de contraste est de le mettre en noir et blanc. S'il est toujours reconnaissable, c'est gagné.
Là, par exemple, ça fonctionne, mais ici, même sans ce test, on peut voir que certaines couleurs ne fonctionnent pas ensemble, comme le drapeau historique de la province du Connacht. Le contraste ici est trop violent entre la partie droite et la partie gauche, et même si on n'a que 4 couleurs, l'ajout de motifs asymétriques procure la vague impression que rien n'est à sa place. On dirait une sorte de chimère biblique qui n'attend qu'une seule chose, qu'on abrège ses souffrances le plus vite possible. Pareil pour ce drapeau du sultanat de Zanzibar, un royaume esclavagiste qui a existé jusqu'à la fin du 19e siècle. Bon, au-delà du fait qu'il y avait une réduction sur les croissants de lune, on comprend pas pourquoi les couleurs sont différentes en haut et en bas. Encore ici, il y a que 4 couleurs, mais elles sont séparées de manière abrupte. On dirait aussi qu'il y a 2 mini-drapeaux dans le drapeau qui rappellent encore une fois ces Hongrois. Voici d'ailleurs l'ancien drapeau hongrois, celui adopté suite à la révolution de 1848, avec des couleurs et des armoiries qui sont un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Une bonne transition pour la prochaine règle qui est d'éviter les armoiries ou les lettres dans un drapeau. Alors l'association vexillologique peut penser ce qu'on veut des drapeaux avec des armoiries, pour le coup j'en trouve certains stylés. Le drapeau du Sénat de l'Empire romain par exemple, je l'aime bien, je le trouve assez harmonieux. Celui de la compagnie hollandaise des Indes orientales est aussi cool dans le genre, ça reste simple, le logo n'est pas envahissant et immédiatement reconnaissable. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça n'apporte pas grand chose à la composition générale, en plus de compliquer le motif. C'est pas pour rien que beaucoup des pays qui avaient des armoiries dans leurs drapeaux ont fini par les retirer, pour ne garder que les couleurs en dessous. Mais le pire, le gros red flag, c'est d'ajouter du texte à son drapeau. Par exemple, voici le drapeau de la Suisse lorsqu'elle était sous le contrôle de Napoléon. Bon alors j'ai entendu dire que les Suisses étaient des gens assez carrés, mais mettre en toutes lettres le nom de son pays sur son drapeau, République helvétique, point, c'est peut-être un peu trop littéral. Dans le même principe, on a cette proposition de drapeau pour le Koweït qui date de 1906. Voilà. Imaginez si on appliquait le même procédé à d'autres pays. Oui, c'est moche, je pense que vous en conviendrez tous. Voici le drapeau de l'éphémère République de Fredonia, créé suite à une révolte de colons texans contre le gouvernement mexicain à l'époque où cet état n'était pas encore américain. Bon, on part sur une copie conforme du drapeau polonais avec écrit la devise des Texans en police sans sérif sur la partie blanche. On a une moitié du drapeau rempli de texte, l'autre vide, noir sur blanc plus rouge, ça donne une impression bizarre. Dans le même genre, le drapeau du Nouveau-Mexique, de 1912 à 1925, est également une catastrophe. Ajoutons à cela que dans le temps, la production n'était pas vraiment harmonisée, standardisée, ce qui faisait qu'on se retrouvait souvent avec plusieurs versions du même drapeau, si celui-ci était trop compliqué. Le drapeau de l'Autriche-Hongrie est un beau recoupement de mauvaises pratiques, 2 armoiries compliquées à dessiner, la séparation entre les couleurs est trop abrupte, le moitié-moitié ne fonctionne pas. Même le drapeau de l'Autriche tout court devait être un cauchemar à reproduire. Imaginez-vous dessiner ça sur des centaines de drapeaux, bref, c'est à se tirer une balle de mousquet droit sur les coups. Mais bref, au moins avec cet aigle, on sait à peu près à quelle symbolique le pays se rattache. Et ça m'emmène à la 5e règle. Un bon drapeau est soit distinctif, soit rattaché à quelque chose. Comme je l'ai dit plus tôt, de nombreux pays se sont inspirés des autres. C'est encore le cas aujourd'hui, on a les drapeaux panafricains qui reprennent les mêmes codes, les drapeaux panslaves, panarabes, des républiques soviétiques, du RSS, ou même les drapeaux inspirés des États-Unis comme celui de la première république du Brésil, qui a flotté dans les rues de Rio jusqu'en 1889, date à laquelle les Brésiliens ont décidé qu'il était bien trop merdique pour les représenter. Ce drapeau est clairement un copier-coller du drapeau américain, une copie Wish qui ne se distingue d'aucune façon si ce n'est les couleurs. Même le nom officiel du Brésil à l'époque, les États-Unis du Brésil, c'est copié. Aucun effort, 2 sur 20. Il faut aussi veiller à ne pas trop se démarquer. Voyez également cette superbe proposition de drapeau pour l'Égypte après son indépendance en 1952, qui est aussi une superbe illustration de cette règle. Ça c'est le Nil, derrière le vert des pays arabes, et en haut à droite le drapeau égyptien avec un croissant et 3 étoiles. Franchement, c'est un des pires que j'ai vu, heureusement qu'il n'a jamais été adopté. Le motif du Nil est certes spécifique, mais à force de vouloir se distinguer à tout prix, on se retrouve avec un truc fouillis qui n'évoque rien à personne. Bref, ce drapeau est l'antithèse totale de la 5e règle, mais également du bon goût. Mais à toute règle, il existe des exceptions. Et je voulais terminer cette vidéo en vous montrant d'autres drapeaux qui sont soit des contre-exemples à ceux que je viens de vous évoquer, ou bien juste des drapeaux random que j'ai trouvés dans mes recherches. Comme par exemple le drapeau assyrien, signe de reconnaissance de ce peuple millénaire, aujourd'hui dispersé, autrefois la tête d'un empire ayant existé pendant 300 ans de 934 à 609 avant notre ère. Beaucoup de couleurs, un logo compliqué, une composition étrange, et pourtant je trouve que ça marche. Il y a même un petit côté psychédélique et plein de symbolisme. Les 4 vagues qui partent du centre représentent le Tigre et l'Euphrate, les 2 fleuves historiques de cet empire, tandis qu'au centre, l'étoile de Shamash, dieu assyrien du soleil et de la justice, côtoie cette créature mi-homme mi-aigle qu'on peut retrouver un peu partout dans les cultures de l'ancienne Mésopotamie. Dans un tout autre style, un peu plus marrant, on a aussi le drapeau de l'ancien royaume africain du Dahomey, ayant dominé de 1600 à 1900 un territoire s'étendant dans l'actuel Togo. Ensuite, il y a la bannière de la République de Venise, alors on voit qu'elle est compliquée, plein de petits détails, un énorme lion indessinable en plein milieu, pourtant je
trouve que c'est joli, on dirait une belle tapisserie. Comme je vous ai dit plus tôt, les goûts, les couleurs. Et pour finir cette petite balade vexillologique, je conclurai avec un drapeau plus moderne, mais qui n'est pas moins original. Vous voyez le drapeau du Népal, le seul au monde à avoir une forme en double triangle comme celle-ci, bah figurez-vous que j'ai trouvé une version de celui-ci, mais en forme de rectangle, que je voulais vous montrer. Voyez, admirez, un des drapeaux les plus maudits que j'ai jamais pu voir. Mais encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel, et j'aimerais bien voir le vôtre dans les commentaires. Quel drapeau trouvez-vous stylé? Lequel trouvez-vous affreux? En ai-je oublié? Lâchez-vous sous la vidéo, ça pourrait me donner des idées pour une éventuelle partie 2. Et en attendant, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ce genre de sujet historique un peu bizarre vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur les autres vidéos de ce genre que j'ai pu faire, que j'ai mis à la fin de la vidéo. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.